troisième quinzaine syrienne du nom et on entre dans la deuxième semaine. Merci tout d'abord, merci d'être venus si nombreux, merci aux étudiants de l'UT. C'est un honneur pour nous d'attirer un auditoire étudiant. Monsieur Saker Achaoui, qui va donc nous proposer une conférence ce soir, est le secrétaire général de la branche extérieure de la déclaration de Damas. La déclaration de Damas qui date de 2005 et qui est une déclaration d'opposants syriens, de partis laïcs syriens opposant au régime Assad. Donc, M. Achaoui va nous parler tout d'abord de l'histoire de la montée au pouvoir du clan Assad, et puis ensuite de l'enracinement de la contestation, puis de la révolution, et du devenir de cette révolution qui passe tout à fait sous silence dans le contexte de guerre totale actuelle, mais qui pourtant existe et qui continue à animer les esprits. Alors, je laisse la parole à M. Saker Achaoui, et puis après... Merci. Bonjour. Je remercie l'association Medina de m'avoir invité pour la troisième quinzaine syrienne. Et je vous remercie de votre présence, discuter avec la jeunesse, ça fait un plaisir. Mon intervention, je me présente, Saker Achaoui, opposant depuis l'âge de 20 ans, ça fait 40 ans, au régime syrien, entre parenthèses, régime syrien, régime d'Assad, je l'appelle comme ça. Je suis membre de la déclaration de Damas pour un changement démocratique en Syrie, qui s'est formé en 2005. Il se formait par des opposants, c'est-à-dire ils sont opposants depuis, je peux dire, depuis 75-76 réellement, par surtout des partis, 5 partis laïcs, et des opposants, je dis, personnes individuelles. Et tendance, il représente pratiquement, si je peux dire, un échantillon de la population syrienne. On trouve tous des chrétiens, des musulmans, des Kurdes, des Arabes, des Assyriens, des communistes. Il y avait au départ avec nous un tout petit peu quelques islamiques. Si, on en a encore. Il y a un cheikh qui est au monde vraiment laïque, c'est un kurde, ça nous fait plaisir de l'avoir, mais laïque carrément, c'est réellement. Donc voilà, déclaration de Damas qui se trouve, on a 2 branches. Branche à l'intérieur, on a tous les responsables, ils restent encore à Damas, ils ne sont pas sortis, mais ils vivent en cachette. Et nous, des branches à l'extérieur. Donc, mais on est en contact, je veux dire, assez souvent, on se parle. Merci Skype, WhatsApp, tout ça, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, mon intervention aujourd'hui sera sur 2 points, comme vient de dire Franck. C'est pour comprendre ce qui se passe actuellement, je pense qu'il vaut mieux revenir un tout petit peu en arrière et comprendre la famille Assad, comment il est arrivé au pouvoir et comment ils ont vraiment géré ce pouvoir. D'abord, Hafez Assad, le père de Bachar al-Assad, en 1966, il était ministre de la Défense. Et en 1967, il y a eu la guerre israélo-arabe, c'est soldé par une défaite des pays arabes. Et le commandement de parti basse, il veut vraiment le déloger Hafez al-Assad, mais il était, disons, soutenu et maintenu par un autre homme influent, c'est un camarade de Hafez al-Assad, c'est un général, mais il est très influent dans le parti basse, il s'appelle Salah Jdid. Il a réussi à le maintenir en tant que ministre de la Défense en disant que la défaite, nous sommes tous responsables. Mais néanmoins, un ministre de la Défense, c'est pas la responsabilité. Un ministre de Santé, il n'a pas la même responsabilité qu'un ministre de la Défense. Bon, néanmoins, il est resté. Et j'ouvre juste une parenthèse. Ce général, camarade très proche de Hafez al-Assad, il a été assassiné par Hafez al-Assad 24 ans après. Donc, en 1970, il y a eu le coup d'État.
par le ministre de la Défense Hafez al-Assad, et il a mis tous les gouvernements en prison. Ils sont restés 24 ans, y compris le président, le premier ministre et pratiquement tous les gouvernements. Il n'y a eu jamais un jugement. Aucun jugement, ni les visites, les premières visites, 5 ans, elles ont commencé 5 ans après. En 1974, ça a commencé un malaise. Ce que je veux dire avant, en 1970, dès les premiers jours du coup d'État, il y a eu beaucoup de manifestations contre le coup d'État. Pratiquement toute la Syrie, pendant 4-5 jours, des manifestations dans toutes les villes. Mais il a réussi quand même à imposer son pouvoir à Hafez al-Assad. Je signale qu'il y a eu juste dizaines de jours après des manifestations en faveur de Hafez al-Assad. C'était organisé par des islamistes. C'est pas parce qu'ils aiment Hafez al-Assad, non. Parce que pour eux, ils essayent d'enfoncer la lutte et la différence au sein du pouvoir. Pour eux, s'il y a deux fractions, eh bien, il faut que ce sera accentué et ça les affaiblit tout. Affaiblir tout. Donc, je tiens à m'excuser, hein, quelques fautes en langue française, vous allez entendre, je suis désolé. Donc, en 1975, il y a de la guerre au Liban. Et la guerre au Liban, c'était deux parties. D'un côté, il y a la résistance palestinienne avec les mouvements nationalistes libanais. Et de l'autre côté, c'était les Kataïb, les phalangistes, qui sont contre essentiellement la présence des Palestiniens au Liban. Donc, mais ces guerres, en forme, c'est pas vraiment civil, une guerre politique, parce que pas mal des partis chrétiens, druzes et chiites, ils sont dans le mouvement nationaliste, et il y a d'autres aussi avec les phalangistes. Donc c'est soldé en 1900, un an après 1976, pratiquement par une défaite des phalangistes. Ils sont soutenus, disons clairement, par les Israéliens et les Américains. Donc les Américains ont demandé à Hafez al-Assad d'intervenir au Liban. C'est une demande claire, et Hafez al-Assad, il était là, il est prêt à utiliser, parce qu'il est craint, le mouvement nationaliste libanais, il aime bien contrôler le Liban. Eh bien, il a envoyé son armée au Liban, et il a vraiment rééquilibré la situation. C'était en faveur des phalangistes. Donc c'était une guerre assez forte avec le mouvement nationaliste libanais et les Palestiniens. Et c'est soldé par pas mal des actes, et surtout les massacres de camps palestiniens tels les Atar, où il y a eu près de 2000 morts ont été massacrés dans ce camp-là. En 1976 et 1977, l'assassinat aussi d'un leader libanais qui était le leader du mouvement nationaliste libanais, c'est Kamal Jumbla. Donc dans la société syrienne, il y a vraiment un vrai malaise. Et à l'extérieur, il y a eu vraiment des manifestations des Syriens ont participé contre l'intervention de l'armée syrienne au Liban. Donc, et le temps évolue, bien entendu, mais Hafez al-Assad, il a son pouvoir, il devient de plus en plus, je veux dire, difficile et sévère. Jusqu'à 1978, il y a eu ce qu'on appelait le mouvement des syndicats. Les syndicats, jusqu'à 1978, 17-18, il y a eu certaines libertés pour les syndicats. Et il y a des élections. Donc l'opposition a réussi de remporter les élections dans tous les syndicats. Et le pouvoir, ce qu'il a fait, il a annulé toutes les élections, il a dessus tous les syndicats, et ils ont nommé
des dirigeants du parti basse. C'était le premier vraiment virage clair en Syrie. Après, il y a eu une forme de mouvement des obéissances civiles, si vous voulez. Il y a eu vraiment pendant 2 ou 3 jours, tout est fermé dans la plupart des villes, les grandes villes, Damas, Alep, Homs, tout ça, et ça continue, c'est-à-dire le mouvement populaire, la société civile, ça monte. Mais malheureusement, c'était bloqué par un conflit qui était, pour nous, on découvre après, qui était provoqué par le régime Assad. C'était entre les islamistes et le pouvoir Assad. Et ça c'est-à-dire, ça a été soldé par des massacres, que ce soit à Alep en 1980, à Jisr aussi, et surtout à Palmyre. La prison de Palmyre, il y a à peu près 900 prisonniers qui ont été massacrés dans les prisons. Et c'est terminé par le massacre, le fameux massacre de Hama en février 1992. Et à partir de cette date-là, il y a, comme on appelle, un choc blanc, il est tombé sur vraiment la vie en Syrie, c'est plus de vie de société civile. Donc ça a duré, disons, jusqu'à 1984, où Assad il a eu un problème cardiaque, il était vraiment gravement malade, et il est tombé dans le coma pendant 3 semaines. Soit disons, il est mort, on ne sait pas, il est mort, il est mort, il est vivant et tout ça, mais il est resté dans le coma pendant 3 semaines. Et pendant qu'il était dans le coma, son frère, Rifat al-Assad, qui était le chef de brigade de défense, ce sont des unités à part, qui vraiment juste pour défendre le régime. Ils ne sont pas liés avec le ministère de la Défense. Donc Rifat al-Assad, il a fait un coup d'État à son frère. Et bon, il y a le ministre de la Défense, certains généraux, ils étaient contre. Ils ont réussi à stopper ce mouvement-là. Bon, 3 semaines après, Abdel Assad, il a eu une opération de corps ouvert. C'est un chirurgien suédois qui l'a opéré. Et il est revenu, quoi, en bonne santé, entre guillemets. Donc, ce qu'il a fait, il n'a pas mis son frère en prison, parce que la mère, elle était là, et il l'a renvoyé à l'étranger, et je peux dire, jusqu'à maintenant, il vit en France, entre la France, l'Espagne et l'Angleterre. C'est un multimillionnaire, si je n'ose pas dire, il est milliardaire même. Donc, après 1984, qu'est-ce que je peux dire dans les successions d'histoire? Jusqu'à 1994. Bon, Abdel Assad, quand il sentait qu'il est malade, il commence à préparer son fils aîné pour le succéder au pouvoir. En 1994, son fils aîné, il est mort en accident de voiture. Alors, est-ce que c'est un accident provoqué ou un accident de circulation dans sa voiture de Lamborghini? Quand même, c'est des voitures fiables, normalement. Mais il est mort dans cet accident. Les rumeurs disent que c'était assassiné par des camarades, un ancien général dans l'armée. Il a été assassiné aussi par Abdel Assad. Il s'appelle Mohamed Amran, qui était le prédécesseur comme ministre de la Défense de Abdel Assad. Et ils étaient tous les trois, Mohamed Amran, Salah Jdid et Abdel Assad, les trios. Vraiment les 3 généraux qui étaient ensemble toute leur vie, depuis l'école militaire des années 50 jusqu'à... Et à la fin, parce qu'il craint Abdel Assad. Je peux dire, il appartient tous les 3 à la communauté alawite.
comme lui, il s'appuie davantage, si on veut dire, il essaye de s'appuyer davantage sur la communauté alawite, il ne faut pas qu'il y ait d'autres personnes de la communauté qui risquent d'être influents et peut-être il va lui créer des problèmes. Donc, il a assassiné les deux généraux, un dans la prison après 24 ans, Salah Jdid, et Mohamed Amran, au Liban, en 1973. Donc, après la mort de son fils, Bassem le Grand, et bien, le deuxième fils, Bachar al-Assad, qui était en Angleterre, qui a commencé une spécialité en ophtalmologie, eh bien, il a été rappelé. Il est rentré à Damas et il a commencé à le préparer pour les futurs successeurs. C'est une dynastie. On dit que c'est Hafez al-Assad, il a transformé la Syrie, on dit chez nous, en monarchie républicaine. C'est une république, mais c'est des enfants qui succèdent. Donc, Hafez al-Assad, une deuxième maladie s'est déclarée, 96 décès, c'était un cancer de prostate. Et on sait qu'il est diabétique, il a toutes les maladies. Donc, il sait qu'il ne va pas durer longtemps, qu'il accélère la formation de son fils. Et en juin 2000, il a décédé, Hafez al-Assad. Et évidemment, il a tout préparé pour son fils, qui a accédé au pouvoir. Donc, quand Bachar al-Assad a accédé au pouvoir, eh bien, le pouvoir, ce n'était pas Bachar al-Assad, c'est la famille Assad, puisqu'ils sont héritiers. Il n'est pas le seul héritier. Il y a lui, il y a sa sœur Bouchra, et son mari, qui est général dans le chef de service de renseignement, Asf Choukat. Et bon, le troisième, il avait d'autres maladies, il n'était pas dans le pouvoir, il est décédé 2 ans après. Et surtout les clans tout autour de la famille de leur mère, qui s'appelle la famille Makhlouf, et la famille Chalish. Voilà, c'est ce groupe-là qui gère le pouvoir en Syrie. Donc, quand il a pris le pouvoir, Bachar al-Assad, il a commencé par un discours au Parlement le premier jour, un discours d'ouverture. Tout le monde applaudit. Ils ont dit que c'est très bien, un jeune, et il va changer les choses, il va avoir un autre esprit, tout ça. Bon, les gens, comme on dit, c'est leur désir surtout qu'ils imaginent que ce sera la réalité. Donc, mais et suite à ça, il a commencé ce qu'on appelle en Syrie un genre de mouvement, la société civile, et ce qu'on appelait le printemps syrien. Et certaines associations se formaient, et des discussions et tout ça, et ils essayent d'inciter Bachar al-Assad d'aller plus loin dans l'ouverture. Mais une fois qu'il a vraiment pris le pouvoir, il s'est installé d'une manière, il a compris qu'il n'y a plus de risque. Il a commencé à mettre en prison tout ce qui attirait tout ce qui bouge, disons le mot comme ça. Donc tous les activistes pacifiques qui sont l'un après l'autre en prison. En 2005, il y a eu ce que je viens de dire de déclaration de Damas pour un changement démocratique. C'est le premier texte qui a été publié de formation de déclaration de Damas. Il n'a pas réagi puisqu'il semble le texte. Et 2007, le premier congrès, c'était congrès secret. C'était 187 personnes sont réunies à Damas secrètement dans un sous-sol. Et ils ont annoncé ça tout de suite après, comme quoi il y a eu cette réunion et il y a eu une élection d'un comité de 13 personnes, des dirigeants. Eh bien, ce qu'il a fait, il a pris ces 13 personnes
Il les a envoyés en prison pendant 3 ans. Et bien entendu, ça a commencé un autre problème au Liban. Après l'assassinat de Rafiq al-Hariri, qui est l'ancien premier ministre libanais, et l'assassinat d'une série de responsables libanais, c'est des députés, tout ce qui est contre la politique de Bachar al-Assad au Liban, il est assassiné, que ce soit journaliste, que ce soit un responsable politique. Donc, je pense, à ma connaissance, que la France et les États-Unis, ils l'ont averti. Vous vous approchez pas de Rafiq al-Hariri. Surtout pas lui. Donc on sait que c'est lui qui est derrière ça, mais lui, il n'a pas écouté ça. Donc il a assassiné Rafiq al-Hariri. Il faut dire que 22 personnes sont mortes avec lui, parce que c'était plus d'un tonne d'explosifs au moment de passage de sa voiture. Et suite à ça, il y a une décision du Conseil de sécurité mise à l'exécution immédiate, demandant à l'armée syrienne de quitter le Liban. Donc, en effet, au bout d'un mois, l'armée syrienne a quitté le Liban et le régime était branlé un tout petit peu, c'est-à-dire il n'a plus la même force de pouvoir et tout ça. Et ça contenait donc le mouvement civil en Syrie. Ils ont repris vraiment un rôle assez important et des textes publiés tous les jours. Et des gens, ils vivent à Damas. Et des textes publiés par ce qu'on appelle le premier texte publié il y a 99 intellectuels, écrivains et tout ça, sont tous des poètes. Tous. Et deuxième, 999. Je ne sais pas, on arrête avant le chiffre rond. Et bon, là, il commence à avoir la situation difficile. Mais quand il a vu que ça dérape, donc l'interpellation, c'est facile. Et à partir de... on attend que ça explose du point de vue du mouvement populaire en Syrie. On attend, on dit, ouais, voilà, parce que la vie devient de plus en plus difficile. En plus, dans la région de l'Est, en 2006-2007, c'était des années un peu de sécheresse. Il y a eu une véritable famine dans cette région. Et il y a plus de près entre 1,5 million à 2 millions d'habitants de cette région-là. Ils n'ont plus rien pour vivre. Ils ont quitté la région et ils sont rentrés autour d'Alep et Damas et Homs et tout ça. Et s'était créé ce qu'on appelle les bidonvilles autour de ces villes-là. Et la Nations Unies est intervenue. Ils ont amené ce qu'on appelait les paniers alimentaires. 1,5 million paniers alimentaires, ils ont amené en Syrie. Donc tout ça, c'est un ensemble et ça a créé un véritable malaise dans la société syrienne. Et on dit que ça va exploser un jour. Là, eh bien, comment dire, le détonateur, il est venu de la Tunisie. Donc, ça a commencé fin 2010, c'était en Tunisie. Eh bien, nous, on savait que évidemment, on va arriver en Syrie. Ça, c'est maintenant que ça, les Syriens. Et surtout, après la chute de Mbarak, la Syrie a démarré. C'est en fait, date officielle, 15 mars, mais réellement, c'est le mois de février, même bien avant. Mais au mois de février, il y a une première manifestation spontanée à Damas, rassemblée de plus de 1500 à 2000 personnes. C'était à cause, il y a un problème entre un conducteur de voiture et un policier de circulation. Donc ils ont interpellé le conducteur, mais les gens, ils ont vu ça, spontanément, ils se sont réunis, ils commencent à crier contre le régime, le régime, des voleurs, le peuple syrien n'accepte pas à être humilié, tout ça, c'est tout de suite, c'est-à-dire spontané, c'est que les gens sont prêts. Pour le moins des choses, ils se réunissent, ils dénoncent le régime. Et à ce moment-là,
en connaissance de cause des choses, je sais que même en prison, des amis, il envoie des lettres à Bachar al-Assad en lui demandant d'ouvrir une négociation avec la société syrienne, d'épargner le pays des catastrophes qui vont venir. Donc, vous n'allez pas échapper à ça. Rien à faire. Conférence de presse. Ce qui est arrivé en Égypte, c'est contre Moubarak, contre Camp David, c'est-à-dire le traité entre l'Égypte et Israël. Nous, en Syrie, il y a une unité totale entre le peuple et les dirigeants. Ça n'arrive pas en Syrie. Mais ils le savent très bien que ça va arriver en Syrie, mais ils se préparent. Ils se préparent. Et jusqu'à début mars, où on voit tous les jours les slogans sur les médias arabes, surtout le Jazeera et l'Arabia et tout ça, qui diffusent dans le monde arabe, en arabe. Et les enfants, ils voient, le peuple veut la chute de régime, si je peux traduire la phrase comme ça. Et des collégiens ou des écoles primaires, en sortant de l'école, ils ont écrit ça sur le mur. En arabe, le peuple veut la chute de régime. Eh bien, ils étaient interpellés, des quinzaines d'enfants. Ils sont restés un mois en prison. C'est pas à Dera, ils l'ont emmené à Damas. Et bien entendu, après le 3e jour, les parents réclament leurs enfants. Qu'est-ce que vous faites avec des enfants? Ils ont écrit une phrase, ils l'entendent la télé, ils ne savent même pas ce que ça veut dire réellement. Mais rien à faire. Le chef de service secret s'appelle Atef, et c'est le cousin germain de Bachar al-Assad. Il a dit, écoutez, vos enfants, oubliez-les. Oubliez-les. Et rentrez chez vous pour faire d'autres. Et si vous ne pouvez pas le faire, amenez-nous vous femmes. Amenez-nous vous femmes. Donc, c'était une humiliation sans précédent. Donc, les gens sont sortis. Ben, tout de suite, le bouche à oreille, c'est parti. Et le lendemain, c'était la première manifestation à Dera. Et c'est parti. Voilà, c'était comme ça. Et bien entendu, comme vous le savez, ça a propagé sur toutes les villes syriennes, à part deux villes, Damas et Alep. Le régime il a réussi vraiment de mettre des nombres de services secrets extrêmement importants afin d'éviter que ces deux villes-là, parce que c'est le plus important, qu'il y a quelque chose. Donc, les autres villes, c'est parti, les villages, je peux dire, quand il n'y a pas les services secrets, les gens ils sortent en totalité dans la rue. Merci beaucoup.